Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio pour cette édition de Poulain sans réserve. Aujourd'hui, nous allons parler avec le général François Chauvency de la situation à Gaza, au Liban et puis des gesticulations à l'ONU. Où est-ce que tout cela va ? Guerre mondiale, guerre régionale ou crise géopolitique majeure. On parlera ensuite des finances, 6% de déficit, et oui, et jusqu'où et combien les comptes de la nation ont-ils été maquillés avec Benjamin Coria, professeur et membre du collectif des économistes atterrés. Ce sera tout à l'heure à 12h30. Et puis à 13h, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Arnaud Gallet, cofondateur de Move Enfant, ex-membre de la Civis, pour parler des graves dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup de scandales cette semaine sur des familles d'accueil qui étaient en fait des Thénardier et sur la prostitution des mineurs organisée à la sortie des hôtels de l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup à dire à ce sujet. Et puis je ferai un édito sur Philippines, puisque de droite et de gauche, ils prennent tous position, mais on se demande finalement si ce débat n'est pas obscène, tant il n'y a rien à dire face à l'ampleur de ce drame. Alors, on va se retrouver dans un instant avec notre invité, et puis si vous souhaitez joindre le standard, c'est 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite avec notre invité. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, comme je le disais, est le général François Chauvency, consultant géopolitique, rédacteur en chef à la revue de défense de l'IHEDN. Bonjour, général. Bonjour. Alors, avec vous, je souhaitais évoquer déjà la situation à Gaza. On la connaît maintenant depuis quelques mois, mais le Liban, maintenant, est ciblé, enfin le Hezbollah, plus particulièrement, est ciblé par l'armée israélienne. On a vu d'abord l'attaque étonnante des pagers trafiqués, et puis maintenant, ce sont des bombardements plus classiques qui font à nouveau des victimes civiles. La diplomatie française à l'ONU a essayé de dire « touchez pas au Liban, il va falloir voir autre chose ». Du côté israélien, Benjamin Netanyahou ne répond pas aux appels au cessez-le-feu à la fois des États-Unis et des Français et de l'Union aussi des pays arabes. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade ? Où en est-on aujourd'hui sur cette situation libanaise ? Il y a toujours un risque d'escalade dans ce type de conflit, mais dans la mesure où aucun des belligérants ne veut faire un effort pour finalement empêcher une extension du conflit, effectivement, le risque existe. Bon, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire que vers le Liban, je pense que Netanyahou a décidé effectivement d'affaiblir durablement le Hezbollah, qui n'a pas compris qu'il fallait arrêter d'agresser Israël. Ça, c'est très clair. Alors, l'affaire des pagers est intéressante, parce qu'effectivement, c'est une innovation dans la guerre. On pense ce que l'on veut. Ce sont ces petits appareils voilà, où on reçoit des messages qui ont explosé dans la poche ou à la figure des combattants du Hezbollah et qui avaient été trafiqués en amont pour exploser. Oui, c'est une très belle opération, oserais-je dire, parce que finalement, ceux qui portaient le pager, à part quelques cas, c'était bien des membres du Hezbollah. Alors, comment affaiblir déjà durablement dans le commandement et l'organisation du Hezbollah, sinon par cette opération à laquelle s'est ajouté aussi les opérations, c'est Tokiwoki. Ça, c'est le premier temps. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'était prévu que ça soit fait aussitôt ? Voilà, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des bombardements qui reprennent un schéma classique de guerre conventionnelle. On va continuer d'affaiblir finalement les capacités militaires du Hezbollah. Et puis maintenant, se mettent en place, mais déjà depuis plusieurs semaines, des divisions, et au moins une, la 98e, israélienne, pour arriver peut-être dans le sud Liban. Et d'ailleurs, ça a été annoncé il y a 2 jours par l'état-major israélien, que maintenant on passe à une opération terrestre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, il y a l'engrenage, local, militaire, où je pense que Netanyahou a bien décidé de éradiquer autant que possible le Hezbollah et sans doute de le repousser au nord du Litani, qui est un fleuve ou une rivière qui est entre 30 et 40 kilomètres au nord d'Israël, mais qui est une frontière naturelle. Moi, en 1982, au Liban, j'étais déjà au milieu de l'opération Paix en Galilée, c'était déjà un objectif israélien. Ils sont montés jusqu'à Beyrouth. Bon, là, il est certain, enfin vraisemblable qu'ils ne montent pas jusqu'à Beyrouth, mais que le Hezbollah soit repoussé le plus au nord possible. Et pourquoi faire ? Simplement pour permettre aux 70 000 déplacés israéliens de rejoindre leur maison sans être sur les coups répétés et réguliers du Hezbollah qui tire par roquettes et missiles. Mais ça fait 2 fronts successifs, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban. Est-ce qu'Israël ne risque pas de s'épuiser à faire la guerre à tout azimut ? Alors, il y a déjà un risque sans aucun doute économique, parce que je crois que la guerre coûte très cher en milliards de dollars, c'est une réalité.
Et on verra si les Américains continuent à financer un petit peu cette guerre d'une manière indirecte. Ensuite, il y a même un troisième front, la Cisjordanie. Quand vous lisez un petit peu ce qui se passe en Cisjordanie aujourd'hui, il y a des éliminations physiques ou des arrestations, des interceptions de pièges sur les routes, enfin des minages. Donc effectivement, il y a même 3 fronts aujourd'hui. Mais on se rend compte quand même, d'ailleurs depuis le 7 octobre, n'oublions pas le 7 octobre quand même, une attaque terroriste qui a tué un certain nombre de civils de manière atroce. Ces 3 fronts finalement sont assez distendus. Il n'y a pas de cohérence finalement dans l'opposition à Israël, l'opposition armée. Nous avons des éléments, je dirais, dispersés. Et Israël l'a accentué justement en frappant le Hezbollah au nord, effectivement parce que le Hezbollah pouvait être un facteur de cohésion ou de cohérence de l'action militaire. Donc aujourd'hui, vous avez 3 zones d'opération. Alors oui, un effet économique pour Israël, mais je crois qu'aujourd'hui, Netanyahou a bien pris son parti. Il sait que maintenant qu'il est dans la guerre, il faut aller jusqu'au bout, parce que cette opportunité ne se reproduira jamais. Aujourd'hui, il est en position avec ses... Alors on ne sait pas combien ils en sont, à 200 à 300 000 réservistes rappelés, donc c'est quand même 300 à 400 000 hommes, certes sur 3 fronts, mais sur un espace géographique limité, et quand même, l'armée d'Israël est une armée quand même qui a tiré ses enseignements de 2006, la première, je dirais, incursion au Liban, qui ne s'est pas bien passée, et puis je crois qu'une partie de la population israélienne, malgré les contestations politiques de Netanyahou, veut que ça suffise et veut la paix. Mais la paix aujourd'hui, manifestement, on ne peut pas l'avoir par la négociation et on l'a par la guerre. Donc ça ne veut pas dire que ça résoudra tous les problèmes. Hein. Non, parce que diplomatiquement, Israël est quand même relativement isolé, même s'il a le soutien des États-Unis. Mais ces milliers de victimes civiles, d'abord à Gaza, maintenant au Liban, ces crimes de guerre aussi répétés. Enfin, les journalistes qui ont été touchés, des membres d'organisations humanitaires, étrangers également, hein, et puis ces enfants. On a vu les images vraiment révoltantes. Est-ce qu'il n'y a pas là un souci quand même de dire, certes la guerre, mais jusqu'où, combien, et on voit bien la position délicate d'Emmanuel Macron, qui condamne quand c'est des victimes civiles au Liban, qui essaye de condamner quand c'est à Gaza, mais qui, in fine, soutient quand même Israël dans son droit à se défendre. Est-ce qu'il n'y a pas une ligne rouge à un moment qui risque d'être franchie et où il pourrait y avoir un retournement de situation diplomatique? Alors la ligne rouge, elle est en fait dans nos esprits occidentaux. Nous nous sommes habitués à penser que la guerre se faisait sans mort civile. Et qu'aujourd'hui, c'est le débat qu'on a en permanence. Et vous évoquez le mot crime de guerre. Le crime de guerre n'existe que s'il y a volonté délibérée d'éliminer des personnes civiles. Donc dans ce cas-là, oui, il y a visiblement sur certaines affaires, notamment des journalistes qui ont été ciblés, des membres d'ONG, là il y a vraiment des ambulances, des bâtiments civils, enfin quand même, il y a beaucoup C'est bien ce que je viens de vous dire. Oui. Donc quand c'est avéré. Maintenant, c'est une guerre, je dirais, dans toute son horreur classique, qui est l'élimination de l'adversaire, qui est imbriquée dans la population civile. Voilà, c'est ça la grande difficulté des guerres modernes. C'est que l'urbanisation, les populations civiles intégrées avec les combattants font que, oui, on peut toujours accuser de... Il y en a eu certainement. Je pense aussi quand même que la justice israélienne sur ce point-là est assez intransigeante, hein, même si on sent parfois qu'il y a une protection des militaires engagés. Mais pour tous ceux qui ont peut-être tenu un fusil un jour, on sait parfaitement que ces conflits sont extrêmement complexes et très facile, je dirais, dans des grandes enceintes diplomatiques, de dire vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Mais quand on est sur le terrain, on a d'autres problèmes et une réalité. Une vraie réalité. Et donc, effectivement, parfois, il peut y avoir, je dirais, entre guillemets, des bavures. Maintenant, quand il y a crime de guerre, on a eu ces vidéos il n'y a pas si longtemps avec ces corps de combattants jetés d'un immeuble. Oui, effectivement, il y a eu, d'ailleurs, tout de suite une réaction israélienne. Il y a enquête pour savoir si les soldats se sont comportés correctement. Il y a un droit de la guerre, mais aujourd'hui, je pense que notre vision très occidentale de la guerre est complètement, je dirais... inadapté à la réalité des guerres modernes, mais ça on l'a peut-être pas encore compris, mais je pense qu'entre l'Ukraine, le Gaza, le Liban, il va falloir quand même revoir un petit peu notre logiciel sur ces questions-là, même si ça peut choquer. On va parler justement, oui, de cette guerre hybride, guerre particulière, et puis de la diplomatie française, avec vous, François Chauvency, général et consultant géopolitique pour la revue IHEDN. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio et le standard 0826 300 300 si vous souhaitez nous appeler. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est le général François Chauvency, avec qui nous parlons de la situation au Liban, à Gaza, et de la stratégie de Benyamin Netanyahou, qui ne répond pas aux appels franco-américains de cesser le feu et qui continue en réalité à vouloir
éradiquer ou du moins atténuer les armées adverses, la menace du Hamas et du Hezbollah des deux côtés. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette guerre hybride, enfin on voit bien que c'est pas du tout une guerre conventionnelle dans la façon dont chacun attaque l'ennemi, un risque d'une guerre perpétuelle en réalité qui va coûter très cher et en vie humaine et une solution diplomatique qui n'arrivera jamais? Oui, je partage cet avis. Je ne vois pas aujourd'hui quelle serait la sortie de crise, je dirais, géopolitique de ce conflit. Mon appréciation, mon hypothèse plutôt, c'est que Netanyahou cherche à gagner du temps en atténuant la capacité de nuisance des différents mouvements à la fois terroristes et revendicatifs, sinon résistants, et qui cherche à gagner du temps 5 à 10 ans, en gros, afin d'espérer que dans 5 à 10 ans, il y aura peut-être de meilleures conditions pour trouver une solution. Mais à la date d'aujourd'hui, effectivement, d'abord, dès lors qu'Israël ne reconnaît pas, ou Netanyahou en particulier, ne reconnaît pas un État palestinien, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Ce n'est pas possible. La seule question qui pourra se poser, est-ce que les Américains continueront à financer une partie de l'effort de guerre israélien ? Pour l'instant, ça continue, malgré tout ce que l'on peut dire. Est-ce qu'il n'y aura pas non plus une lassitude des populations régionales face à une guerre qui n'en finit pas ? Le Liban est un vrai sujet. Comment peut-on accepter que le Liban, aujourd'hui, soit dans un tel état ? Mais d'un autre côté, le Hezbollah en est en partie responsable. Ne l'oublions pas. La question de la Cisjordanie. Bon, comment peut-on justifier aujourd'hui que le gouvernement palestinien n'ait pas été en mesure de gouverner ? On ne peut pas mettre dehors maintenant 400 000 colons juifs. Comment allons-nous faire ? Donc aujourd'hui, on ne voit pas de solution géopolitique. Il n'y reste que la guerre pour gagner du temps, pour dire, voilà, moi, Netanyahou, j'utilise ma force armée pour repousser au plus loin la menace et garantir une paix à peu près acceptable, c'est-à-dire pas totale, dans les 5 à 10 prochaines années. La situation aussi de la diplomatie française, qui est, je ne sais pas si elle est hypocrite ou intenable, c'est-à-dire que d'un côté, on a un président et une chancellerie qui dit il faut une solution à deux États, et en même temps la France ne reconnaît pas l'État palestinien, alors que d'autres pays européens ont reconnu un État palestinien. Comment c'est tenable aussi cette position ? On est en même temps. Et le en même temps a des limites. Mais la diplomatie française a toujours eu, me semble-t-il, une attitude toujours pas ambiguë, mais ambivalente. C'est-à-dire qu'on ne veut pas couper les ponts d'un côté, on veut garder des relations avec l'autre. N'oublions pas qu'il y a eu quand même des tentatives du président Macron pour aider le Liban il y a quelques années. On a vu le succès très relatif de cet engagement français. Les Libanais ont perdu tout espoir dans le président Macron après les déclarations après l'explosion du port de Beyrouth, et rien n'est arrivé. Le Liban s'est enfoncé dans la crise, à la fois économique, financière et politique, avec la place qu'a pris le Hezbollah dans toutes les failles en fait du Liban. Est-ce que aussi, enfin, on se rappelle d'une diplomatie française qui comptait, qui parlait à la rue arabe, comme on disait, qui pouvait avoir encore de l'influence. Est-ce que ça s'est terminé ? Oui, je pense d'abord que la France, en tant que telle, malgré sa présence au Conseil de sécurité, on pourrait aussi parler en termes d'influence, une certaine relativité aussi aujourd'hui, qu'aujourd'hui, la diplomatie française a du mal à se faire entendre, parce qu'il n'y a pas de diplomatie sans capacité, je dirais, de coercition. Où est la capacité de coercition française ? C'est pas avec l'économie que nous avons que nous allons y arriver. Ce n'est pas, et non plus avec un engagement militaire qu'on va y arriver, vu quand même une défense qui est assez affaiblie. Ensuite, il y a aussi une volonté de ne jamais faire la guerre, finalement, ce à quoi on nous a habitués depuis très longtemps. Ça aussi, il faut le mettre dans l'équation. Donc, quels sont nos moyens de pression aujourd'hui pour obtenir une solution diplomatique ? La diplomatie, certes, c'est trouver des conditions pour négocier, mais c'est aussi être capable d'imposer des solutions. C'est ce que font les Américains. Et aujourd'hui, qui fait confiance à la France au Moyen-Orient ? Je crois qu'on fait beaucoup plus confiance, quels que soient d'ailleurs les côtés, aux États-Unis, qui ont le gros bâton derrière leur diplomatie, qui leur permet d'imposer des solutions. Bien qu'on pourrait relativiser aujourd'hui, est-ce que les États-Unis ont été capables d'imposer à Netanyahou l'arrêt de la guerre ? Eh bien non. Donc même aujourd'hui, on s'aperçoit que les États-Unis ont du mal, et ils ont des moyens autrement plus dimensionnés que les nôtres, ce qui fait qu'aujourd'hui... Aussi parce que les États-Unis jouent un jeu facile, c'est-à-dire que pour la Russie, il y a tout de suite des sanctions internationales, ça va très vite, économiques, etc. Pour Israël, zéro sanction. Donc forcément que la guerre continue. Même si à un moment donné, il y a eu des restrictions sur l'envoi de bombes, mais bon... Très peu. En réalité, il y a eu des crédits qui ont été encore votés pour l'achat d'armes américaines, donc évidemment que ça se passe comme ça. Et puis d'un côté, vous avez Anthony Blinken qui faisait le tour de la région quasiment tous les mois, et nous, on a envoyé Jean-Yves Le Drian au Liban. C'est l'envoyé spécial diplomatique, et je ne sais pas ce qu'il va faire en particulier là-bas. Non, mais il ne faut pas négliger non plus au point de vue des États-Unis, c'est que les liens avec Israël viennent aussi du poids des évangélistes américains,
Américains. N'oublions pas, il y a aussi des questions de politique intérieure, de sensibilité politique intérieure américaine face à Israël, qui donne aussi un poids, quel que soit au président d'ailleurs, américain, donne un certain poids. Mais d'un autre côté, remarquons quand même qu'on ne fait pas de la diplomatie uniquement par de la parlotte, si je peux me permettre. Oui, il faut une force de projection, c'est ça. Voilà, alors nous n'avons pas non plus des moyens économiques qui sont les premières armes des Occidentaux face à un État, je dirais, voyou, quel qu'il soit, ou qui ne veut pas écouter. Et remarquons quand même que les Américains ont une suprématie par la loi intérieure qu'ils ont imposé à l'extérieur. Dès que vous utilisez le dollar, vous pouvez être soumis à sanctions. Ouais. Voilà. Donc le problème de la France, pour répondre à votre question, c'est que nous n'avons pas les moyens de notre diplomatie, et c'est pas uniquement en abondant le ministère des Affaires étrangères qu'on y arrivera, c'est aussi quels sont nos moyens d'influence et de pression divers. Et moi, j'ai quand même l'impression, mais je me trompe peut-être, qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de moyens de pression si on veut bien les mettre en œuvre, et j'ai l'impression qu'on se contente beaucoup de parler, d'admonester, quand il y a des grandes enceintes, de faire des grands discours, en sachant pertinemment, de toute façon, ça ne sert à rien, mais d'un autre côté, peut-on faire autrement si on veut exister? Donc indirectement, on est obligé de parler, on est obligé de condamner, mais on n'a pas les moyens d'une diplomatie, je dirais, offensive. On est dans une diplomatie de communication. Mais pourtant, les budgets de la défense augmentent. On voit bien que c'est devenu une préoccupation, même si ça ne l'était pas il y a de ça quelques années, à la fois pour moderniser l'armée, des campagnes de recrutement également, de militaires. Mais partout dans le monde, la France, en fait, se réduit. On a vu le départ en Afrique subsaharienne. Il y a quelques forces françaises au sein de la FINUL, mais on n'est plus dans le cas du Liban où il y avait l'attentat du Drakkar qui avait tué de nombreux militaires français. Donc comment expliquer à la fois davantage de défense de budget pour la défense et moins finalement de force à l'international? D'abord, les forces internationales coûtent cher. Dans un premier temps. Mais n'oublions pas quand même qu'on a plusieurs milliers d'hommes à l'extérieur. Vous avez quand même près de 800 Français au Liban, qui sont par tradition depuis 1978 sur place pour montrer que la France s'intéresse au Liban. Maintenant, ce sont des casques bleus, sinon des bérets bleus. Ça veut dire qu'on ne fait pas la guerre. On est là pour s'interposer et encore pas entre toutes les factions. Voilà. Mais bon, effectivement, le budget de la défense, en fait, aujourd'hui, répondrait plutôt à la menace à l'Est. Pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on revient sur le champ européen, parce que là, on a une vraie inquiétude. Et on peut quand même remarquer, au moins jusqu'à la date d'aujourd'hui, que les budgets de la défense ont été consacrés à la défense ont été respectés. On verra avec la crise économique que s'il n'y a pas des tentations pour raboter un petit peu ce qui a été donné, comme d'habitude, finalement, comme les présidences précédentes. Et c'est là notre risque. Maintenant, une armée, pourquoi faire ? Une armée, d'abord, c'est pour défendre le territoire national, et ensuite, effectivement, être un soutien, un appui à la diplomatie, en mettant le gros bâton. Alors, est-ce qu'on a le gros bâton qu'il faut ? On a des moyens, mais on sait bien qu'on ne peut pas tout faire tout seul, et on revient à un autre problème, c'est comme on ne peut pas faire tout seul, il faut appeler des alliés. Qui sont nos meilleurs alliés, par exemple, au Moyen-Orient ? Ce seraient les Américains. Mais est-ce que les Américains veulent qu'on y soit ? Certainement pas. Non. Donc, on reste à notre champ, notre précaré européen, et encore, il faut avoir l'accord de l'Allemagne et d'autres pays pour dire, ah bah oui, les Français, on peut peut-être travailler ensemble. Et encore un autre sujet qu'on aura l'occasion d'évoquer, sans doute, évidemment, la défense européenne. Merci beaucoup, Général François Chauvency, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec notre deuxième invité, Benjamin Correa, où on parlera du déficit, bien sûr, et du budget. Ce budget, va-t-on pouvoir le voter ? Et l'édito dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio. Merci. L'édito. Alors, la France nous a habitués aux polémiques, et certaines polémiques sont plus obscènes que les autres. Je vais parler aujourd'hui du drame de Philippine. Philippine, qui est inhumée aujourd'hui à 13h à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, qui avait la vie devant elle et qui a eu le malheur de croiser au bois de Boulogne un soir la route de Taha. 17 ans, il était condamné déjà pour viol à 7 ans de prison. Il n'en avait fait que 5. Et à 22 ans, à peine libéré du centre de rétention administrative, il tue et viole... Enfin, la justice fera son travail. Philippines, savoir que Taha était arrivé avec un visa touristique, qu'il était mineur non accompagné, et voilà que le débat se fait sur faut-il séparer l'étranger du violeur ? Est-ce que l'OQTF c'est le problème ? Alors oui, évidemment, tous les OQTF ne concernent pas des criminels condamnés pour violences sexuelles, évidemment. Là, on a affaire quand même à quelque chose d'assez grave, et moi, ce qui me choque, et là où est l'obscénité, c'est à la fois dans les récupérations politiques de droite, mais aussi de gauche. Chacun a quelque chose à dire, et bizarrement, c'est à côté de la plaque. D'abord, on va écouter Jordan Bardella, qui était l'invité d'Anne-Sophie Lapix, c'était sur le service public. Écoutez, j'ai pas les mots.
Vous voulez expulser massivement, pas seulement les délinquants. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez ? Et le coût de la vie de Philippines, madame? Non, mais je vous demande comment vous financez. Oui, non, le coût de la vie de Philippines, il est madame, inestimable pour tout le monde. La seule qui a été exécutée au moment où nous nous parlons, c'est Philippines. Le coût de la vie est inestimable, oui, c'est vrai. Maintenant, faire des calculs de boutiquier sur le coût des OQTF, mais où on est 1,8 milliard. Alors, attention, encore une fois, les OQTF, c'est au cas par cas. Et souvent, ça concerne d'honnêtes hommes et femmes, des familles parfois, qui ont fui des pays en guerre ou autres. Et évidemment, on pourrait se poser la question. Mais 1,8 milliard, quand on voit que pour le service national universel, on était prêt à débourser 3 milliards par an, quand on voit l'argent qui est dépensé, on ne sait pas comment. Là, poser la question, vraiment, ça me pose question. Et puis après, il y a toujours ce débat en disant, d'abord, c'est un problème de patriarcat, c'est un problème de culture du viol. Oui, c'est un problème aussi de la justice française incapable de protéger tout simplement les citoyens français. Mais c'est pas que ça. On va écouter ce que disait également Manon Aubry au micro de LCI. L'extrême droite est en train de récupérer ce drame absolument abject et horrible. La seule raison pour laquelle le Rassemblement national s'intéresse à ce cas, c'est parce que l'auteur est marocain. Et je vous le redis, où est-ce qu'était l'extrême droite à chacun des plus de 100 féminicides qui ont lieu depuis le début de l'année? Où est-ce qu'était l'extrême droite quand il s'agissait de parler des viols de Mazan? Oui, on va faire évidemment, l'extrême droite a choisi ses victimes. Oui, c'est vrai, comme Éric Zemmour qui parle de francocide. Mais on peut parler, bien sûr, de tous les viols, etc. Et il faut pas être dans le déni, je crois, du côté gauche et dire le problème c'est pas l'OQTF, si le problème c'est qu'il n'ait pas été respecté. Et puis il y a aussi cette mise en scène de l'impuissance de la justice qui choque. Écoutez les paroles de Nelly Bertrand, qui est la secrétaire générale du syndicat de la magistrature. C'était sur BFM. On se trompe de débat quand on parle de la nationalité de la personne en cause, parce qu'un viol, il y en a toutes les 2 minutes 30 en France. Des féminicides, il y en a 1 jour sur 4 en France. Là, on se focalise sur la personne et sa nationalité, le fait qu'elle soit en situation irrégulière, sa situation administrative, alors qu'en réalité, le vrai problème là-dedans, c'est celui de la prise en charge des personnes en détention, celui de du sens qu'on donne à la peine, du sens qu'on donne à la prison, du travail sur la prévention de la récidive, et par ailleurs, plus largement, celui de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans notre société. Oui. Oui, on peut être d'accord avec ça, mais que d'angélisme. Et puis, que dire, autant de viols, autant de féminicides, et que fait la justice, que fait la police? On va demander à Bruno Retailleau dans quelques jours, une fois qu'il aura pris ses marques, mais quand même, ce sentiment d'impuissance qui n'en est pas un, puisqu'on voit ce qui s'est passé, et ce débat complètement à côté de la plaque. Je pense qu'on peut être d'accord, et à droite et à gauche, de dire que comment est-il possible qu'un criminel condamné pour viol soit resté sur le territoire, a été relâché alors qu'il était sous une obligation de quitter le territoire français, et pu partir dans la nature pour aller tuer quelques jours après sa libération de CRA, enfin je ne sais même pas comment on appelle ça. C'est vraiment ça le problème, et je crois que le débat, il est là, il n'est pas évidemment sur les uns et les autres qui sont en train de se tromper de débat. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cet édito, et on va se retrouver tout de suite avec notre deuxième invité. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on va changer de sujet. Notre invité est Benjamin Coria, professeur des universités à Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés. Bonjour, monsieur Coria. Bonjour. Je voulais parler avec vous des déclarations du nouveau ministre du budget, monsieur Saint-Martin, qui explique que finalement le déficit, ce sera sans doute bien plus que ce qui a été annoncé. Où en est-on finalement dans la navigation à vue des comptes de la nation? Est-ce qu'il y a une volonté de nier les faits, de maquiller l'ampleur du désastre, ou bien est-ce que c'est vraiment la faute à pas de chance? Non, je ne crois pas que ça soit la faute à pas de chance. Je veux dire, on a des annonces successives qui ont fait passer le déficit envisagé de 5,1 à 5,6 et maintenant à 6%. Je veux dire, on n'a jamais vu Bercy faire preuve d'une telle incurie. Donc, on peut quand même imaginer que c'est des annonces qui ont été calibrées pour préparer à des chiffres catastrophiques. Oui.
Comment expliquer que ces chiffres catastrophiques arrivent, qu'un ancien ministre qui a passé 7 ans à Bercy, Bruno Le Maire, se félicite d'avoir sauvé l'économie française, s'en va sous les applaudissements et les hurrahs du staff de Bercy pour aller enseigner je ne sais quoi en Suisse et ne rende pas des comptes par rapport à ce naufrage et cette faillite avérée de l'État? Oui, moi aussi, je trouve ça extrêmement choquant. Je trouve que la cérémonie de Bercy, qui aurait pu être celle d'une rockstar, Oui, c'est ça. c'est pour célébrer un échec absolument monumental, puisque Monsieur Le Maire s'en va avec 6% de déficit, un chiffre, je ne veux pas dire jamais atteint, mais extrêmement rarement atteint, en tout cas jamais depuis fort longtemps. Et puis, quand même, 1000 milliards d'endettement en plus. Hein. Donc, je veux dire, le résultat est catastrophique. Donc, cette mise en scène est très choquante. Elle est très choquante. Mais au-delà de la mise en scène, les 1000 milliards, les chiffres qui ont systématiquement été vus en dessous, les 20 milliards d'accidents, il était capable d'utiliser le terme d'accident budgétaire, ne sachant pas expliquer. Maintenant, Bercy, l'État voudrait se défausser sur les collectivités locales en disant « Ah oui, mais c'est peut-être aussi beaucoup la faute des collectivités locales qui sont très dépensières ». C'est la faute à qui, en fait, si on en arrive là ? C'est évidemment pas la faute des collectivités locales. Elles se sont d'ailleurs fort bien défendues en expliquant l'ensemble des charges supplémentaires qu'on a fait supporter sur elles, tout en diminuant leurs recettes, à commencer par la taxe d'habitation. Non, plus sérieusement, si vous voulez, comme économiste, puisque c'est aussi mon métier, donc c'est en ce moment-là que j'interviens. On assiste quand même à l'échec d'un modèle. Ça veut dire que on peut l'appeler de différentes manières. On peut l'appeler politique de l'offre, on peut l'appeler ruissellement, on peut l'appeler comme on veut. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est l'échec patent. Parce que, si vous voulez, on a à la fois ce déficit budgétaire, on a à la fois cet endettement, mais ce fameux taux de chômage qu'on met souvent en avant comme une des grandes réussites de la France, vous savez que la France a le 4e plus mauvais chiffre de chômage dans l'Europe des 27. Ça veut dire que même le chômage, on a reculé beaucoup moins que la moyenne européenne, qui est à 6,4 au lieu de 7,3 pour la France, et beaucoup moins que 23 des 27 pays européens. Donc c'est vraiment l'échec total de cette politique. Est-ce que finalement la dissolution voulue par Emmanuel Macron, c'était pas pour fuir la responsabilité devant cette faillite? Et le calcul d'Emmanuel Macron à la base, c'était de dire on va voir, peut-être que le Rassemblement national va récupérer la patate chaude et ce sera à eux de gérer ce budget impossible. Aujourd'hui, on voit que au poste clé, on retrouve des macronistes, on va dire. D'ailleurs, directeur de cabinet du nouveau Premier ministre était l'ancien directeur du cabinet de Bruno Le Maire à Bercy. Donc on va continuer à mentir aux Français. Oui, incontestablement. Alors moi, je pense pas, c'est très difficile de sonder la pensée profonde du président. Moi, je pense pas que l'idée c'était de donner la patate chaude au Front National ou au Rassemblement National. Je pense que le calcul c'était plutôt de faire exploser, finir de faire exploser ce qu'était la NUPES et de avec on va dire le PS pour parler vite. Bon, ayant échoué, il n'a pas enregistré sa défaite et il a trouvé le moyen très provisoire, on en reparlera, de continuer la même politique. Voilà, avec cette coalition totalement minoritaire, qui n'existe que parce que le Rassemblement national veut bien qu'elle existe, mais qui de toute façon va être obligé de proposer un budget tel que je pense qu'on va vers des très gros problèmes. Bon, quoi qu'il en soit, alors que on assiste, je répète, à l'échec d'un modèle, à l'échec d'une politique économique, l'équipe mise en place, elle est faite pour le continuer. Elle va utiliser les rustines pour le budget 2025, mais je ne crois pas, je ne les vois pas. On va attendre la déclaration de politique générale. Je ne les vois pas changer de politique. Alors que
clairement le signal donné, de quelque bord qu'on soit, hein, le signal était on ne veut plus de cette politique-là. Oui, Hein, oui. c'est majoritaire en France. Bon. Or, c'est ça qu'on nous impose. C'est fou. Et la question qui se pose, évidemment, c'est ce budget, comme vous dites. Tout ça est très provisoire parce que le budget qui va arriver rapidement, alors on a déjà un peu grappillé un peu plus de temps pour le présenter. Est-ce qu'il peut passer ou est-ce que c'est la potentialité d'une sanction du gouvernement face à un 49.3 qui sera inévitable ? Moi, je pense qu'on ne peut pas exclure l'idée d'un 49.3 dès maintenant. La question, elle est quand même, on va dire, éminemment politique. Hein. Oui. C'est à quel moment les partis représentés à l'Assemblée nationale vont décider de mettre fin à ce gouvernement. Hein. Est-ce qu'ils vont le faire tout de suite sur le budget ou est-ce qu'ils vont le faire plus tard, à la rentrée. Bon, quoi qu'il en soit, si on discute un peu économie, si on peut dire, il sera présenté un budget. Sera-t-il voté ou non? Encore une fois, c'est une question pour moi principalement politique. Ouais. Mais ce budget, ça sera un budget totalement bricolé, hein, avec sans doute des recettes supplémentaires sur les très hauts revenus, peut-être sur la fiscalité des patrimoines. On parle d'attaquer un certain nombre de niches fiscales, en particulier le crédit d'impôt recherche, qui aujourd'hui s'élève quand même à 7,7 milliards, et qui est rempli d'opportunités de détourner l'argent de l'État sans faire de recherche du tout. Bon, d'un côté. Et puis de l'autre côté, des baisses de dépenses. Et des baisses de dépenses dans un pays dans lequel les services publics sont dans un état exsangue. Bon, donc, je veux dire, on va bricoler un truc. Ça passera pas. Mais de toute façon, on peut pas continuer comme ça. C'est ça le fond de la question. C'est que toute cette politique qui a consisté à miner les bases de l'État, les bases fiscales de l'État. Vous voyez, toute la politique des primes pour lutter contre l'inflation, c'est maintenant qu'on la paye. Bien sûr. Parce que sur les de primes, quoi qu'il en coûte. Évidemment. Les primes et le quoi qu'il en coûte, on ne paye pas de charge sociale. Donc, si on ne paye pas de charge sociale, il y a plus de revenus pour l'État, vous voyez, et pour les services publics. Donc, pour vous, les nouveaux impôts sont inévitables? Ah oui. Ben, si vous voulez, ce que j'espère, c'est qu'on va protéger, pour parler vite, les petits revenus et les classes moyennes, et on va s'en tenir à les très hauts revenus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent à prendre de ce côté-là. Mais malheureusement, j'en suis même pas sûr. Hein. Mais non, c'est la politique d'Emmanuel Macron depuis le début, de faire des cadeaux aux très très riches. Il se renierait en faisant ça. Or, on l'a jamais vu aller à gauche et essayer C'est pour ça que je dis que c'est ce modèle-là qui a échoué. Parce que, paradoxalement, améliorer l'état des bénéfices des très hautes entreprises, des très grandes entreprises, améliorer l'état des patrimoines des très riches. Tout ça a été parfaitement réussi. Ça, oui, ça a marché. Ouais. Voilà, simplement ce qu'on attendait, c'est que ça ruisselle vers le bas, et rien du tout n'a ruisselé. Non. C'est resté entre les mains d'un tout petit groupe et d'une oligarchie. Donc, je veux dire... On va en parler tout de suite de ce ruissellement avec vous, Benjamin Corrier. On doit marquer une pause, mais on va parler évidemment de cette politique et de ses échecs. Alors qu'on avait présenté Emmanuel Macron comme le Mozart de la finance, on peut dire qu'on a affaire à tout à fait autre chose. À tout de suite sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Le standard 0826 300 300. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. On se retrouve avec Benjamin Corrier, professeur des universités à Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés, pour parler du ruissellement, ce qui était donc l'offre politique d'Emmanuel Macron, de dire qu'en donnant plus d'argent aux très riches, eh bien, cet argent redescendra vers les classes populaires. Or, depuis 7 ans, on constate l'augmentation du nombre d'étudiants qui fait la queue devant les banques alimentaires, de Français qui tombent dans la précarité alors qu'ils ne l'étaient pas, de mesures vis-à-vis de bénéficiaires du RSA et
maintenant, c'est l'État qui est en faillite. On peut parler d'un fiasco total et pourtant, Emmanuel Macron continue sa politique et fait comme s'il n'avait pas perdu. Jusqu'où? Jusqu'à quand? C'était la question que je vous posais au début. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne? Il y a deux questions différentes dans ce que vous dites. Est-ce qu'une autre politique est possible? La réponse est oui. Bon, donc il faut en discuter. Après, quelles sont les coalitions politiques capables de mettre en œuvre cette politique? Ça, c'est une autre question. Mais on ne peut pas accepter l'idée que il n'y a que cette politique-là qui est possible. Ça, c'est absolument faux, parce que, d'abord, on va en parler, il y a différents moyens de faire autrement, mais surtout parce que il faut vraiment enregistrer que cette fois, on a complètement échoué. On ne va pas reprendre tout ce qu'on a dit dans la première partie, mais ça, c'est une donnée de base. Bon, alors, les orientations. Moi, je pense qu'il y a deux questions différentes, si on peut dire. Il y en a une qui est quel est le chemin de traverse pour passer sous la pluie, si j'ose dire. Donc, ça, c'est le budget 2025. Il ne peut être que bricolé. Il ne peut être que bricolé parce que on n'a pas le temps. Et d'ailleurs parce que M. Macron lui-même ne nous a pas donné le temps. C'est-à-dire qu'il a organisé les élections dans un temps absolument record, et ensuite il s'est donné un temps infini pour nommer Premier ministre et qu'on ait le temps de réfléchir à quoi faire. Donc c'est quand même extrêmement surprenant. Je veux dire, là, les taux d'intérêt concernant la dette viennent de monter, ce qui est quand même inquiétant. On dépasse les taux espagnols pour refinancer la dette française. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que depuis la dissolution, c'est-à-dire depuis juin, il n'y a aucun signal qui est donné à l'économie, qui est donné aux acteurs sur où on va, qu'est-ce qu'on va faire. Donc il est normal que l'inquiétude monte. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment, une politique de gribouille qui a été faite depuis la dissolution, puisqu'on a laissé les acteurs économiques sans aucun signe sur où on va. Bien. Alors, donc on va bricoler, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est le court terme, ouais. Moyen terme. Après, la question qui se pose, c'est à moyen terme. Donc, à moyen terme, il est absolument évident qu'il faut modifier et relativement en profondeur notre système fiscal. Donc, ça peut pas se faire en une fois, et ça peut pas se faire en un budget. Mais il faut que l'indication soit claire. Il faut que les perspectives vers lesquelles on va soient claires. Ça veut dire qu'il y ait une fiscalité rétablie sur les hauts revenus, sur les patrimoines, sur les super profits. Il faut dire les choses quand même. Je veux dire, le Covid plus la guerre en Ukraine a créé des opportunités de super profits absolument exceptionnel pour les transporteurs maritimes, pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, etc. Il est absolument normal et minimum que ces super profits soient repris pour pouvoir restaurer nos services publics et remettre en marche l'économie avec une série d'initiatives à prendre dans le domaine industriel. Donc, si vous voulez, moi je distingue bien deux choses. Je distingue comment on traverse le moment actuel et qu'est-ce qu'on met en place à moyen terme. Et il est évident qu'il y a toute une série de choses qui doivent être faites à moyen terme, à commencer par une réforme de la fiscalité. Bon, c'est une chose qui plaira pas nécessairement à vos auditeurs, mais qui doit être dite. La question de la transition écologique, elle est indispensable. Donc, introduire une taxe carbone qui remplacerait un certain nombre d'impôts et qui indemniserait ceux qui en sont les premières victimes est une chose indispensable. Donc, et ça, on a vu ce que ça a donné. C'est encore moins de pouvoir d'achat pour les classes moyennes. Ça a été les gilets jaunes, la taxe carbone. C'est pour ça que je vous dis... Non, mais attendez. C'est pour ça que je vous dis qui indemnise ceux qui... Ah oui. Moi, j'ai défendu les gilets jaunes. Les choses doivent être...
Hein, mais pourquoi? Et les Gilets jaunes ont eu parfaitement raison de faire ce qu'ils ont fait. Oui. Parce que c'est une taxe qui portait principalement sur eux. Par contre, une taxe carbone, aujourd'hui, les grandes entreprises, vous le savez ça, grandes entreprises qui polluent massivement bénéficient d'un ensemble de crédits et de droits à polluer qui leur est gratuit. La CMA-CGM, par exemple, les transporteurs maritimes, clairement, qui ont une niche fiscale alors que ce sont des grands pollueurs, les énergéticiens, etc. Donc, il faut faire bouger notre fiscalité pour aller, y compris dans cette direction, tout en dédommageant les ménages les plus concernés et qui risqueraient de recevoir cette taxe dans la figure, pour parler vite. Alors, mais je veux dire, c'est pas ça qui doit nous empêcher de bouger. Non. Oui. Il va falloir bouger. Merci beaucoup, Benjamin Correa. On va s'arrêter là parce que il y a beaucoup de choses à dire et on vous réinvitera parce que oui, cette question du budget va être brûlante dans les semaines qui viennent et la question bien sûr de la politique budgétaire et de la politique fiscale. On va se retrouver dans un instant avec notre invité pour une heure de 13 à 14 heures qui sera Arnaud Gallet, cofondateur de Move Enfant, pour parler des graves dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, un scandale national dont on ne parle pas assez, mais on est sur Sud Radio et ici on parle vrai. 0826 300 300 si vous souhaitez réagir ou poser des questions à notre invité. À tout à l'heure. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on est ensemble jusqu'à 13h avec notre nouvel invité, Arnaud Gallet, cofondateur de Move Enfant, ex-membre de la Civis. Vous savez, c'était ce comité interministériel contre l'inceste, les violences sexuelles faites aux enfants. On va parler des graves dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, du devenir de la Civis depuis le départ du juge Durand, mais aussi de notre invité qui nous expliquera pourquoi il a quitté la Civis et ce qu'il en est aujourd'hui. Si vous souhaitez réagir, poser vos questions ou simplement nous interpeller, 0826 300 300 pour contacter le standard de Sud Radio. Bonjour Arnaud Gallet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on voit cette semaine à nouveau l'aide sociale à l'enfance faire la une avec d'abord la prostitution des mineurs organisée autour des hôtels qui accueillent des enfants placés qui ne devraient pas être à l'hôtel mais qui sont la cible de prédateurs et de mafias, de trafiquants. Merci. Et de l'autre côté, des familles d'accueil qui utilisent l'aide sociale à l'enfance pour générer des revenus et qui maltraitent des enfants en les droguant, en les faisant travailler. Enfin, un scandale de grande ampleur dans le Nord, mais tous les scandales dont on ne parle pas. Comment se fait-il que l'aide sociale à l'enfance soit aussi dysfonctionnelle en France ? Vous savez, c'est le fruit d'une absence totale, complète de volonté politique. Vous reprenez un peu le fil, il y avait une alerte, il y a eu plusieurs alertes, il y a eu des documentaires, etc. Bref, tout ce qu'on sort là, malheureusement, on le sait en fait systématiquement. C'est ça qui est terrible, tout le monde savait, tout le monde sait. Et ce qu'on peut dire en lien avec l'actu aussi, qui est quand même le nouveau gouvernement qui a mis en place, on n'a pas de ministre en fait de l'enfance. On n'a rien. Donc on se dit en fait qu'on connaît le désastre. Ça fait X temps que vous avez des personnes qui prennent, je dirais, beaucoup de courage, etc., qui prennent la parole, comme Lies Loufoque, etc. Et tant de personnes, des professionnels qui étaient encore dans la rue, quand même, cette semaine, pour dénoncer le manque mercredi, le manque de moyens. Et on en est encore là en France en 2024. Pourquoi ? Tout simplement parce que les enfants ne sont pas une priorité dans ce pays. Et on n'arrête pas de le dire. En fait, la protection de l'enfance en France, c'est digne d'une république bananière, en réalité. On est dans quelque chose. À ce point-là, si vous voulez, on n'est pas enfant de la même manière qu'on vive à Paris, dans le Nord, à Mayotte, en Martinique, enfin on pourrait multiplier. Donc ça veut dire qu'effectivement on se dit à quel moment est-ce qu'on est dans un état de droit où les droits des enfants sont respectés. Et là on se dit malheureusement au regard de ce qui ressort là, et encore on le sait, ce qui est plutôt à la limite c'est terrible ce qui sort aujourd'hui comme information, mais au moins ça fait partie je dirais des choses qu'on parvient à savoir. Moi j'ai été il y a pas très longtemps en Guyane, etc. Enfin je veux dire quand on voit par exemple qu'en Guyane vous avez des assistantes familiales qui ont jusqu'à 13 enfants, parce qu'on se dit simplement, on est en manque de personnel, etc. Donc on se dit, mais on est où en fait ? À quel moment est-ce qu'on respecte au bout d'un moment ? Alors c'est sympa d'avoir la Convention internationale des droits de l'enfant, sauf que dans les faits, on regarde des chiffres qu'il y a de ces enquêtes-là qui sortent, mais des chiffres, vous le rappelez, la Civis, donc la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, on dit qu'il y a un enfant en France toutes les 3 minutes victime de violences sexuelles. Ouais.
On fait quoi derrière? Pas Non, grand-chose. pire encore, c'est-à-dire qu'on en parlera plus tard de la Ciivise, qui avait fait un ensemble de propositions cohérentes pour justement lutter contre ce fléau de l'inceste et des violences sexuelles faites aux enfants, qui a été mis à la poubelle. Enfin, on parlera du massacre de la Ciivise organisé par le gouvernement. Et l'hypocrisie aussi d'entendre Emmanuel Macron, Brigitte Macron dire que oui, l'enfance, les violences scolaires, les violences sexuelles, c'est une priorité. Et en réalité, il n'y a rien dans les politiques publiques. Vous savez, vous en parlez, on parle d'Emmanuel Macron, que ça, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de communication, il y a quelque chose de très empathique, il n'y a que de la com. Mais je vais vous dire un truc, je me suis déplacé, moi, directement, en tant que militant, justement, Mouv'Enfant, on a des revendications autour, justement, de l'application des 82 préconisations de la Ciivise. J'ai été aux journées d'été ELV, j'ai été au campus, donc au niveau PS. Mais souvent, on rencontre, en fait, des députés, sénatrices, sénateurs, qui, quand vous allez les voir, disent « Ah, c'est pas mon sujet. Moi, si quelqu'un veut bien y aller, je veux bien suivre. » Et en fait, en France, c'est que ça, en réalité. Donc, on a certaines personnes, on peut les nommer, Laurence Rossignol, Isabelle Santiago, Maud Petit, etc., qui vont prendre la parole sur ce sujet, mais c'est pas l'affaire de tous. Donc, et bien souvent, d'ailleurs, c'est des femmes qui sont identifiées, etc. Et puis, c'est pas la priorité. Et donc, la protection de l'enfance, on voit bien, il y avait une commission qui avait été mise en place, commission ASE, qui a été balayée avec, comment dire, la dissolution, merci. Et ben on se rend compte qu'aujourd'hui, qui parle de ça? Non, ça va être en fait un jeu mais est-ce que ça va être dans ma niche parlementaire? Enfin, on est dans des trucs, on se dit, les enfants dans ce pays ne sont pas une priorité, il n'y a même pas de ministre. Enfin, on se rend compte quand même, quand on voit les chiffres, les scandales qui passent, on avait dû pousser dès le début en fait du quinquennat Macron en 2017, rappelez-vous, suite à un documentaire sur France 3, on a vu la nomination d'Adrien Taquet en tant que secrétaire d'État. Et qu'est-ce qu'on retient en fait de 2017 à 2024? 7 ans qui passent. Du vide. Et toujours les mêmes revendications, c'est-à-dire que pourquoi l'aide sociale à l'enfance fonctionne si mal? Un manque de moyens, un manque de places d'accueil. On se retrouve avec des hôtels qui ne sont pas surveillés, des éducateurs qui n'ont pas les moyens de faire leur travail et des familles d'accueil qui ne sont pas non plus castées, on va dire, ou recrutées sur de bonnes bases. Le scandale dans le Nord, c'est quand même incroyable de voir que c'est un business. Bien sûr, mais attendez, manque de moyens, manque de contrôle, quand même évident. Et puis au bout d'un moment, manque d'application quand même des lois. C'est-à-dire que les gamins, par exemple, qui sont à l'hôtel, on a une loi qui est passée, la loi Taquet, justement, théoriquement, les départements doivent appliquer. Concrètement, qu'est-ce que risquent les départements qui n'appliquent pas? Qu'est-ce que risquent les départements qui, effectivement, ne contrôlent pas le casier judiciaire ou autre, ou les agréments d'assistante familiale? Mais en réalité, pas grand-chose, en réalité. Donc, ça veut dire que c'est un permis de récidive. On peut y aller, c'est pas grave. Ça passera, ça fera un peu le buzz au bout d'un moment au sein des médias. On en verra effectivement un ou deux activistes. Et puis après, ça redescendra. Et ben, ça veut dire que c'est un scandale sans nom. Et malheureusement, on le voit bien. Vous parlez de la prostitution. C'est terrible. Derrière la prostitution, bien entendu, sont des violences sexuelles faites aux enfants. Et je me permets sur ce sujet, vous voyez, pour être raccord avec la Ciivise, bien souvent d'ailleurs les enfants victimes de prostitution sont des enfants qui ont été victimes d'inceste. Il y a des chiffres qui sortent de plus en plus, je crois qu'il y avait une enquête récemment, 90%. Et là on se dit, donc on est face à un problème de santé publique majeur qu'on connaît, qu'on n'arrête pas de nous bassiner, je dirais avec ça. Il y a des prises de parole, on dit aux gens libérez la parole, libérez la parole. Libérer la parole, pourquoi en réalité? Pour prendre des risques et pour qu'il se passe rien derrière, c'est insupportable et effectivement il y a de quoi être en colère quand on voit une actualité comme celle-là. Oui, mais justement, ce travail de la Ciivise qui avait duré 3 ans, qui avait libéré la parole, comme vous le dites, est-ce que tous les gens qui ont témoigné, qui ont travaillé, pensant que les choses avanceraient, aujourd'hui se sentent trahis d'une certaine façon? Moi, ce qui est sûr, c'est que je suis en contact avec énormément de victimes qui avaient pris la parole et qui, effectivement, se posaient même la question de retirer leur témoignage. En fait, c'est-à-dire que nous, l'idée, c'est qu'on se sentait au niveau de la Ciivise, en fait, tout simplement avec le juge Durand, etc. On se disait, effectivement, on a un souci de fidélité, c'est-à-dire fidélité à cette parole-là qui nous a été faite, cette confiance qui nous a été donnée, etc. Là, les gens se demandent ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe, vous, à la Ciivise? Vous êtes au courant de ce qui se passe à la Ciivise depuis le mois de mars dernier? Il y a eu 2 scandales. Les démissions, voilà, c'est ça. Je veux dire concrètement, sur ce qui doit être mis en place. Rien. Donc ça veut dire que ce qu'on craignait et ce qui nous a motivé, nous, à démissionner à un moment donné, après l'éviction du juge Édouard Durand, malheureusement arrive. Et ça, c'est terrible, pas pour nous, pour nos petits égos, bien entendu, terrible, parce qu'encore une fois, en France, vous avez un enfant, je le rappelais tout à l'heure, qui, toutes les 3 minutes, est violé. Et là, on se dit, à quel moment est-ce que les pouvoirs publics agissent? Et donc, on se dit, évidemment, il y a une responsabilité, et jamais l'État français ne répondra de cette responsabilité. Et ça, c'est scandaleux. Donc, il s'agit aussi, évidemment, de se mobiliser. Et moi, j'invite les auditrices, auditeurs qui nous entendent, en fait, faut surtout pas se résigner. Il faut s'indigner de cette situation. Il faut se dire qu'il faut en faire un vrai mouvement citoyen. C'est ce qu'on essaie de faire avec
MoveEnfant. C'est-à-dire, c'est bien de se dire, au bout d'un moment, en fait, la clé, elle est aussi entre nos mains. Et je pense qu'on va y parvenir. En tout cas, moi, vous sentez bien ma détermination et on ne va pas lâcher de ce côté-là. Non, parce que c'est évidemment ce déni des autorités, le fait que l'enfance ne soit jamais une priorité, sauf en matière de communication, mais pas de ministère, pas de secrétaire d'État, rien. Au-delà de la Civise, qui est pourtant, ça y est, le travail a été fait. On peut dire que les préconisations qui étaient un bloc de mesures à prendre, à la fois pour juger les criminels, pour entendre la parole des victimes, pour protéger aussi et éduquer, tout ça est resté lettre morte, à peu près comme d'ailleurs les cahiers de doléances des Gilets jaunes, où tout était écrit sur ce qu'il fallait faire, davantage de justice fiscale, etc. On a l'impression qu'en fait, c'est l'inverse qui est fait systématiquement en politique publique que ce qui est demandé par les citoyens. Bah oui, et puis on a l'impression surtout qu'on crée des commissions, c'est systématiquement la réponse en fait à une situation de crise, un peu comme il y a eu avec le mouvement MeToo inceste, etc. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est un peu, vous prenez l'exemple des Gilets jaunes, c'est assez juste, c'est-à-dire qu'on va répondre, on va essayer de faire quelque chose, on fait un petit effet, c'est un coup de magie, quoi. Il y a un truc qui se passe, on a l'impression, je vous ai entendu, je vous ai compris, c'est vraiment bien français. Et puis après, on se rend compte que finalement, il y a une supercherie derrière. Mais encore une fois, ce qui est terrible, ce qui est atroce dans le cadre effectivement des violences sexuelles faites aux enfants, c'est que derrière, ce sont bien effectivement des crimes sans cadavre, donc avec de réels enfants, et avec de vrais adultes aussi qui parlent, qui comme moi ont été victimes quand ils étaient enfants, et c'est de se dire au bout d'un moment, nous ce qu'on demandait simplement au niveau de la Civise, ça a été balayé quand même d'un revers de main, c'est de s'appuyer sur le savoir expérientiel des victimes, c'est-à-dire plutôt qu'aller exposer de nouveaux enfants, on a eu un mouvement sans précédent, rappelons-le quand même, 33 000 personnes qui ont témoigné, c'est incroyable, et on pouvait se dire qu'on avait le terreau fertile pour aller vers la suite, et là qu'est-ce qui se passe? Là on a eu le terreau fertile pour parvenir au néant, enfin je veux dire, on se dit c'est incroyable, c'est insupportable. C'est affreux, surtout que le travail était titanesque avec la confiance que ça demandait pour débloquer la parole et avancer. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On va continuer d'en parler avec vous, Arnaud Gallet, cofondateur de MoveEnfant, ex-membre de la Civise, de ce scandale, du fait que ce pays, la France, notre pays, s'en fout complètement de ses enfants. Et ça, c'est assez grave. Si vous souhaitez réagir et que vous aussi vous êtes en colère ou posez des questions, 0826 300 300 au standard de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec vous, Arnaud Gallet, cofondateur de MoveEnfant, ex-membre de la Civise, pour parler des scandales qui secouent l'aide sociale à l'enfance. Utilisation, maltraitance auprès des enfants placés, système de prédation et de proxénétisme des mineurs, un vrai déni des autorités et aussi, on pourrait dire, une sorte de volonté de ne pas voir des populations. Il n'y a pas de grand mouvement citoyen actuellement pour dire stop, ça suffit, on n'en peut plus. Mais oui, on peine à mettre des personnes à la rue, alors même qu'on parle des enfants des plus vulnérables parmi les vulnérables et qui devraient nécessiter forcément encore plus de protection, si j'ose dire, que les autres. Et c'est ça qui est terrible, c'est de se dire que finalement les moyens on les connaît, il y en a combien qui alertent, combien de fois on nous dit, mais enfin je veux dire ces scandales-là ils sortent tout le temps, il y a eu des envoyés spéciaux, cache d'investigation, enfin on sait même plus, tout le monde a été sur le sujet, la France Info, etc. Et on se dit, mais jamais, en fait, et ça passe comme lettre morte. Alors si, éventuellement, sur un malentendu, peut-être qu'on va nous sortir comme le Premier ministre avait oublié un secrétaire d'État au niveau du handicap. Peut-être que là, il va nous sortir une carte secrétaire d'État au niveau de l'enfance. Mais nous, ce qui nous importe, c'est pas ça, en réalité. Ce qui nous importe, c'est la volonté politique qui est derrière. C'est pas tant d'avoir effectivement une personne qui va faire le job, soi-disant, un peu en termes de com, qui va nous recevoir, serrer des mains, comme on dit, des paluches. Là, c'est vraiment de se dire, il faut un plan Marshall, en fait, sur la protection de l'enfant. C'est quelque chose qui est demandé depuis des lustres, en fait, par les associations, par les militantes, les militants, etc. Et c'est une évidence absolue. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, en plus, que les désastres, en fait, là-dedans, c'est que les enfants maltraités aujourd'hui, qui sont de nouveau maltraités, etc., ça donne quoi par la suite, en réalité? Comment est-ce que la société paye aussi de manière générale, et puis même paye financièrement, le coût social, bien sûr. Exactement, le coût de cet immobilisme et de se laisser aller. Et c'est insupportable. Et encore une fois, on le dit, vous parlez, vous voyez, de jeunes victimes de prostitution, mais quand même, il faut se rendre compte de ce que c'est. Comment est-ce qu'on sort en fait de la prostitution? Comment est-ce qu'on, enfin, je veux dire, à quel moment et on sait tout ça. Et encore, vous voyez, je peux me permettre de dire là-dessus sur la question des prostitutions en fait des jeunes qui devraient être protégés. Il y en a plein qui passent sous les radars. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été directeur général d'une association qui avait des ITEP. Donc des ITEP, c'est des lieux où on accueille des enfants en situation de handicap. Et ben moi, j'ai vu des professionnels qui au début n'identifiaient pas forcément des personnes en situation de handicap, notamment des jeunes filles, comme des personnes victimes de prostitution, parce qu'on se disait, vous savez, dans
l'imaginaire populaire, les personnes en situation de handicap, donc 80% par an, le handicap est dit invisible, donc on ne le voit pas. Pour certaines, c'est oui, elles ont une sexualité un peu facile, débordante, etc. Ça vient comme ça. Et quand vous creusez un peu le truc et vous dites, tiens, pour une cigarette, etc. ou autre, que y a des relations soi-disant sexuelles, vous dites, non, en fait, on est en situation de prostitution. Donc on a un travail Marshall à faire aussi sur, parmi les vulnérables, il y en a qui sont encore plus vulnérables, à savoir les enfants en situation de handicap, qui par moment cochent la case MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées, exactement, et qui coche les cases aussi aide sociale à l'enfance. Et cela, on n'en parle même pas, je suis même pas sûr que ça dans les 15 000 d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que, sincèrement, il faut vraiment qu'il y ait une vraie volonté politique de prendre en compte tout le monde. Théoriquement, ça devrait être à la hauteur d'un état de droit. Je le redis, on est dans une vraie république bananière en matière de protection des enfants. Les enfants, vous l'avez dit juste avant effectivement la coupure, en fait on s'en fout, en fait, faut le dire royalement, mais autant le dire comme ça. Là, on a vraiment le sentiment, puisque dès qu'il y a des choses qui avancent, dès qu'il y a des choses qui prennent, comme la Civis avec Édouard Durand et autres, on balaye systématiquement. Donc ça veut bien dire qu'on s'en occupe. Les pouvoirs publics. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça fonctionne. Avec nous, Philippe de Caen qui souhaitait réagir. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Alexis, bonjour Monsieur Gallet. Monsieur Gallet, bravo pour votre travail. Alors je prends l'émission en cours, excusez-moi, j'étais même pas au courant du scandale dans le Nord. J'ai une question, mais là, vous avez reçu un économiste tout à l'heure, moi qui me... Passez-moi l'expression, mais qui me sidère. Vous avez des directions, donc des fonctionnaires, des services d'État, avant on appelait ça des assistantes sociales, qui sont chargés, qui sont payés pour contrôler des gens comme qui sont placés, des jeunes, etc. Je vais être un peu cru, mais qu'est-ce que foutent ces organismes d'État? Qu'est-ce qu'ils font de leurs moyens en termes d'hommes? Je sais qu'ils en ont toujours. On va arrêter un peu parce que dans les territoriales, c'est embauché à fond. Non, il y a un problème de fond majeur. Alors souvent... Moi, il y a une chose aussi. Ouais. Il y a quelque chose, je vais faire un petit décoché. Regardez un peu les contrôleurs, je ne compare pas, attention les situations, SPA. Quand il y a un problème de maltraitance d'animaux, moi j'ai vu, dernièrement j'habite la Normandie, il y a plus de 80 chevaux qui ont été repris. Ça a l'air de bien fonctionner. Mais là on parle de l'humain. Donc qu'est-ce que foutent ces directions avec à la tête des hauts fonctionnaires qui ne font pas leur job sur de l'humain, sur des gens qui sont en danger, des gamins qui sont en danger, qui sont au sein de familles, on va dire des Thénardier, ça peut vous rappeler quelque chose dans l'actualité chez les filles, mais des vrais Thénardier. On ne peut pas accepter. Moi, j'accepte pas ça. Nous non plus. C'est pour ça qu'on a invité Monsieur Gallet aujourd'hui. Merci Philippe de ce témoignage et de cette question. C'est vrai que, alors il y a le manque de moyens, c'est un fait, mais avec les moyens qu'on a, comment se fait-il qu'il y ait souvent ces dysfonctionnements, des assistantes sociales qui n'ont pas vu, des maltraitances, des placements qui ne fonctionnent pas. Enfin, pourquoi ça dysfonctionne autant? Ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui, c'est que les moyens quand même alloués au niveau de la protection de l'enfant sont quand même considérables par rapport à d'autres secteurs comme, je sais pas, l'hébergement ou autre, etc. Où c'est beaucoup moins. Bon, après pour différentes raisons. Donc effectivement, la vraie question, et je rejoins effectivement parfaitement ce que dit Philippe, c'est que c'est la manière dont on vient utiliser effectivement cet argent. Et là, il n'y a pas de contrôle, malgré les lois qui existent, etc. Rien n'est appliqué, les questions d'évaluation. Sur les départements, en fait, il y a pas du tout. Vous avez quand même des réformes qui ont eu lieu depuis 2002, quand même, autour de la démarche qualité, etc., etc. On est toujours parvenu à déjouer un peu le système, etc., sans que ça pose de problème à personne. Et à un moment donné, on en arrive à ce niveau-là. Et puis, vous savez, au niveau du coût, vous voyez, pour revenir justement à quelque chose qui a été chiffré au niveau de la Civis, parce pour se détourner de la question de la protection de l'enfance au sens large. Et ce que dit Philippe est très juste. La Civis, on avait évalué ce qu'on appelle le coût du déni. 9,7 milliards. Ça veut dire que cet argent, finalement, qu'on investit de manière assez importante aujourd'hui, avant même de se dire qu'on en manque, en réalité, il faudrait qu'on soit en capacité de savoir comment est-ce qu'on l'utilise. Et donc, aujourd'hui, on ne le sait pas. Et on voit bien, vous le dites, regardez le scandale de certains assistants familiaux qui, malheureusement, ne sont pas représentatifs, je dirais, de l'ensemble, c'est important de le dire ici, mais qui, néanmoins, arrivent, en fait, à se faire une place, en fait, dans le système, et donc, à faire quoi? À s'enrichir, il faut dire les choses clairement. Et vous avez certaines associations et autres, etc., il faut dire aussi les choses clairement, qui sont un peu dans le même truc et qui se disent, il n'y a pas de contrôle, en fait, réellement.
Il n'y a pas de contrôle, donc il faut qu'il y ait plus de contrôle, il faut que l'État en fait reprenne les choses, il faut qu'on se dise, mettons-nous à hauteur d'enfants, comme le disait quand même Édouard Durand, et soyons quand même responsables, respectueux au niveau des enfants. Les enfants ont des droits, appliquons-les, c'est la chose qu'on demande, c'est la moindre des choses. Et malheureusement aujourd'hui, on se rend compte que cet argent-là, finalement, allez, on se donne bonne conscience, on va essayer de tant bien que mal de le dépenser. Et de toute façon, les enfants, comme ils ne votent pas finalement, et comme c'est les enfants plus qui sont délaissés, parce que caricaturellement, on va dire que les parents sont pas responsables ou autres, et on s'y intéresse pas. Mais je vous ferai remarquer que c'est pas nouveau quand même, hein. Les enfants quand même de l'aide sociale à l'enfance, c'est les anciens enfants de l'ADA, c'est les anciens enfants. Vous voyez, moi j'avais un grand-père qui avait abandonné, qu'on appelait le bâtard à l'école, etc. C'est tous ces enfants-là, en réalité, encore aujourd'hui, on en est là en 2024. Donc à un moment donné, on est quand même en 2024. Il serait grand temps quand même qu'on montre un peu de modernité quand même et qu'on arrête un peu cet archaïsme à la française, parce que c'est scandaleux. De l'humanité plus que de la modernité. Exactement. Aussi. On va se retrouver dans un instant avec vous, Arnaud Gallet, et vous, les auditeurs, 0826 300 300 pour réagir, pour parler du scandale de l'aide à l'enfance et de la protection de l'enfance au sens large sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve jusqu'à 14h avec notre invité Arnaud Gallet, cofondateur de Move Enfant, ex-membre de la Civis, pour parler de la protection de l'enfance et de ses graves manquements. On le disait en première partie, chacun se renvoie la balle. En réalité, peu de contrôle, peu de moyens, pas assez de moyens. Et pourtant, avec ce qui existe, on a l'impression qu'on ne s'occupe pas des enfants dans ce pays. Vous le disiez, c'est les départements qui ne font pas leur travail. Et si ce n'est pas eux, ce sera ensuite chacun de se défausser. En réalité, on a l'impression que c'est le problème de personne, la protection des enfants. Oui, exactement. C'est-à-dire que de toute façon, on voit aussi que le défenseur des enfants lui-même a alerté à plusieurs reprises sur cette situation-là. Rien n'est fait en fin de compte. Donc on se dote d'autorités indépendantes, c'est très bien, géré au demeurant, et finalement on fait rien de ce qu'elles font. Mais on les rend inutiles d'une certaine façon. Bien sûr, on les rend inutiles, et pourtant elles travaillent. Je veux dire, on a quand même les équipes du défenseur des enfants et de la défenseur des droits qui sont au travail sur ces questions-là et qui n'arrêtent pas en fait de tirer le signal d'alarme depuis des années. Après, je vous dis, ça fait maintenant depuis 2017 qu'Emmanuel Macron est à la tête du pays. Ça fait quasiment depuis 2017 aussi qu'il y a quand même ce cri d'alarme alors il existe quand même bien avant, sauf que là on juge sur ce qui se passe. Et on le redit encore maintenant, moi je le dis avec force, je ne comprends pas comment on peut, en 2024, avoir uniquement, on a une ministre de la famille. C'est-à-dire qu'on nous dit d'un côté, les violences ont très souvent lieu au sein de la famille, pour 80% d'entre elles, et on vient renforcer un peu la dimension sacrée de la famille aujourd'hui avec le gouvernement, en oubliant complètement les enfants, etc., etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête, quoi. Je veux dire, il faut qu'on arrête de nous raconter des histoires, ou sinon, il ne faut pas mettre en place de commissions qui peuvent aussi coûter par ailleurs aux contribuables, etc. Et puis, il faut qu'on ferme bien les yeux, etc. Sauf que il y a la loi, et la loi aujourd'hui, les départements doivent l'appliquer, ils ne le font pas. C'est scandaleux, je dirais, ce qui se passe dans le Nord. Et franchement, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'il y ait de vraies sanctions bien lourdes, etc., pour qu'on soit en capacité réellement de comprendre quels sont les enjeux et le mal qui est fait en fait au niveau des enfants. Et là aujourd'hui, on a l'impression en fait que c'est le régime de l'impunité. Tout est impunité. Les personnalités, les personnes morales, donc département, etc., pas de problème, c'est l'impunité. Les personnes qui sont effectivement agresseurs dans le cas de violences sexuelles, rappelons-le quand même les chiffres. Moins de 3% des agresseurs en France sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste. On est dans c'est le permis de récidive, c'est l'impunité la plus totale. Pourquoi la France, qui est quand même parce qu'il n'y a pas de volonté, à ce niveau-là de déni en fait sur un sujet aussi important. Parce que les enfants n'existent pas, parce que les enfants n'ont pas de droit en fait en France. C'est ça en fait ce que ça signifie. Ça signifie ni plus ni moins qu'on aime bien en fait avoir des enfants qu'on met en scène dans des pubs qui sont très sympas avec beaucoup de sourires, etc. Dans les faits, dire un enfant meurt tous les 4-5 jours sous les coups de ses parents, un enfant est violé toutes les 3 minutes, etc. Ça, faut surtout fermer les yeux, faut surtout pas en parler. C'est des chiffres qui sont inentendables en fait. Quand vous dites ça, les gens vont dire mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, c'est bien la réalité. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire quand il y avait effectivement l'ancienne Civis, parce que là, on les entend plus beaucoup. Et malheureusement, on en est là aujourd'hui, mais parce qu'il y a une absence totale de volonté politique au plus haut niveau, et c'est un scandale d'État. Et là, ce qu'on dit là, c'est que l'État français a du sang sur les mains quand on voit effectivement ces jeunes qui sont donc des jeunes à protéger, etc. Et moi, j'ai une pensée, bien entendu, pour tous les enfants placés qui vivent dans des situations atroces. Et franchement, la France se défausse de ses responsabilités. C'est d'une gravité extrême. Ouais, une gravité extrême. On a avec nous une auditrice, Catherine des Yvelines, qui souhaitait réagir. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour.
Oui, j'appelle parce que j'ai pris l'émission en cours de route, donc j'ai pas tout entendu. Mais j'ai entendu parler qu'on parlait de la Civise. Donc moi, j'ai témoigné de mon histoire sur Internet. Je me suis déplacée, je suis allée à une réunion. C'est vrai que c'était assez poignant d'entendre tous ces témoignages de mamans dont les enfants sont maltraités et que ça ne bouge pas. Moi, mon appel, c'est pour dire, mais comment aider? Parce que ça fait quelques années maintenant que j'essaye, de contacter des associations, de proposer mon aide, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est de la prévention. C'est de la prévention, parce que soigner, c'est bien, mais en attendant, ça continue à se développer, puisqu'on dit que quand on a subi, souvent on reproduit, ce qui n'est pas mon cas, bien heureusement. Mais donc il faut faire la prévention pour justement éviter, pour que les enfants parlent, etc. Et que ça évite de se développer. Moi, j'ai encore pas trouvé comment aider. Les leviers d'action, c'est ça la question. C'est ça, Arnaud Gallet, comment faire pour faire avancer les choses à son petit niveau et la prévention, c'est un gros sujet aussi. Alors Catherine, vous avez entièrement raison. Ce que je rajouterais quand même, c'est que ce que demandait la Civise dans son rapport, c'est l'application de 82 préconisations qui s'inscrivent aussi bien dans de la prévention, de la protection. Bref, c'est tout le système en fait qui a changé. C'est ce qu'on a appelé nous-mêmes d'ailleurs une doctrine qui était portée effectivement par l'ancienne Civise. En fait, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est le manque de volonté politique. Prenez un exemple, par exemple, comme un pays comme la Suède. La Suède, en 1979, ils ont dit la fessée, c'est non, etc. On voit qu'aujourd'hui, ils ont moins d'enfants placés, etc. Bref, il y a des chiffres, etc. qui parlent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu de la volonté politique. Donc moi, ce que j'invite, si je peux inviter Catherine, effectivement, au niveau de Move Enfant, par exemple, nous, ce que nous faisons aujourd'hui, notre combat, il est uniquement politique. Il est de se dire aujourd'hui, en fait, les solutions, on les connaît, appliquons-les, remportons des victoires. Et c'est ça, en fait, le sujet. C'est-à-dire que on a l'impression aujourd'hui, alors, ce qu'il faut dire aussi à Catherine, et c'est important ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat fait par la Civise, en réalité, c'est que les enfants parlent, nous ne sommes pas capables de les protéger. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que dit Catherine, sauf que là où le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, quand un enfant parle, souvent on lui dit c'est bon, parce que soit on se dit la justice va pas suivre, donc il faudrait surtout pas que l'exposer à une autre violence, qu'on appelle quand même, et ce que la Cour européenne des droits de l'homme a appelé en fait une victimisation secondaire, c'est-à-dire que les enfants sont en fait broyés comme d'autres victimes. On le voit aujourd'hui avec le procès de Gisèle Pellico quand même, quand on voit comment ça se passe, il y a quand même des questions quand même qui doivent se poser. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un engagement citoyen. Donc Catherine, vous avez raison. D'Outreau aussi. Exactement. Il faut se mobiliser en fait. Il faut un engagement citoyen. C'est ce que nous faisons avec Move Enfant. C'est que nous sommes le Greenpeace de la protection des enfants. On invite les personnes à nous rejoindre. N'hésitez pas. On a notre site internet, etc. Et nous, ce qu'on souhaite en fait, c'est une vraie mobilisation en fait de la société civile. Et peut-être que la société civile, en s'organisant, en créant ce mouvement-là, et sûrement effectivement qu'au bout d'un moment, les politiques céderont et arriveront à en faire une priorité. Arrêteront de nous dire c'est pas ma priorité. Je suis pas expert du sujet. On a l'impression qu'il faut être absolument, je sais pas, médecin ou avocat, etc. pour s'intéresser à ce sujet. C'est incroyable. On a l'impression qu'on veut mettre ce sujet très loin dans un coin et ne pas en faire un sujet au centre de la pièce, qui est pourtant central pour moi, qui est l'avenir de ce pays, les enfants. La question de la Civise, justement, vous le dites, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Pourquoi on en est arrivé là? Qui a décidé de démettre le juge Durand de ses fonctions et qui a décidé de faire de la Civise une coquille vide? Écoutez, on n'a jamais eu réellement de réponse en fait sur la question de qui a décidé de l'éviction du juge Durand, parce que pour le dire avec un peu d'humour, on a été remercié en disant que c'était un travail formidable, et en même temps c'était tellement formidable qu'on a été mis dehors. Donc ça veut dire que ça dit quand même quelque chose, et on voit surtout, permettez-moi de le dire, que depuis le 20 novembre 2023, date de la présentation publique du rapport. Il se passe pas grand-chose. La seule chose qu'il y a eu au passage, c'est un spot avec justement un spot publicitaire avec une petite fille qui parle, enfin une petite fille qu'on voit dans la vidéo, et d'ailleurs avec un mauvais message à mon sens, c'est-à-dire aidons la petite fille à parler pour qu'elle se libère un peu de son secret. Sauf que je le redis, en fait, ce qu'a démontré la Civise, c'est que les enfants parlent. Donc c'est plutôt aidons les adultes à protéger les enfants. Voilà, c'est plutôt ça le message, mais ils l'ont pas encore compris. Donc moi, ce que je pense, effectivement, la lecture elle est assez claire. C'est l'immobilisme. Il se passe quelque chose. Moi, je lisais ce matin, vous voyez, de la Civise même qui nous apprend. J'ai pris mon portable quand même pour le nommer parce que j'ai un peu de mal, nous dire que prochainement on va avoir une enquête qui va être révélée, et moi les bras m'en tombent, les résultats d'une enquête inédite quand même, sur les représentations des Français du risque
pédocriminel. C'est-à-dire que nous, jusqu'à présent, au niveau de la Ciivise, on avait dit, en fait, on ne s'est pas intéressé aux représentations du risque. On a dit, les chiffres sont ceux-là. On a dit, on a eu 33 000 personnes qui nous ont parlé. Voilà ce qui se passe, etc. Avec des enjeux en matière de santé publique, etc. Et là, on nous parle de quoi ? D'un risque pédocriminel. D'un sondage. D'un sondage, et puis d'un risque pédocriminel. Où sont les agresseurs ? Où sont les victimes, etc., etc. Je veux dire, on déshumanise les choses. Donc, aujourd'hui, on a des actions. Ce qu'on demande... Et puis encore, parce que ce sondage est fait par une association qui récupère des... Enfin, c'est une association e-enfance qui, en plus, appartient à la Ciivise. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'ils ont reçu de l'argent là-dedans ? J'en sais absolument rien. C'est une question, quand même, qui peut être posée. C'est une commission indépendante, etc. Est-ce que, au bout d'un moment, on est là, j'en sais rien, pour mener des enquêtes soi-même ? Enfin, c'est quasiment un sondage d'opinion, là. Je suis désolé, les bras m'en tombent. Je me dis, effectivement, si la suite logique, effectivement, c'est que ça prenne et qu'on soit en capacité de voir comment est-ce qu'on peut appliquer, y compris sur tous les territoires, y compris les territoires ultramarins, etc., sur tous les territoires, les préconisations de la Ciivise. Pour moi, si maintenant on parle d'une représentation d'un risque pédocriminel, déjà, est-ce que les auditeurs comprennent ce que c'est une représentation d'un risque pédocriminel ? Moi, j'ai un peu de mal, en fait. Voilà. Et donc, je me dis à un moment donné, alors bien sûr, ça va être présenté, ça se base aussi sur différentes choses. Je dis pas que le sujet ne peut pas être intéressant. Je dis simplement qu'en termes de priorité, la priorité, c'est de se dire que on a un enfant qui est violé toutes les 3 minutes. Donc voilà. On a moins de 3% des agresseurs qui sont condamnés. On a moins de 1% dans les situations d'inceste. On a 73% des plaintes qui sont classées sans suite. On a une absence de soins adaptés effectivement pour des enfants. On a des mères protectrices qui, quand elles viennent au bout d'un moment, elles veulent protéger leurs enfants, qui se retrouvent condamnés, etc. Et donc la priorité, on va nous dire aujourd'hui, c'est d'évaluer une représentation d'un risque pédocriminel. Enfin, sincèrement, c'est lunaire ce truc. On est où ? Bon sang, on est où alors même qu'on a des enfants ? Je rappelle qu'il y a une victime sur 2 de violences sexuelles dans ce pays, une victime sur 2 qui fait une tentative de suicide. On parle de quelque chose qui est de l'ordre d'un crime sans cadavre. Et on a des gens qui vont nous pondre des sondages, mais franchement, qui sont loin. Enfin, je veux dire, les Français s'intéressent à la représentation d'un risque pédocriminel, sérieusement ? Ou les Français s'intéressent, par exemple, et savent pas quoi faire, ils sont démunis quand on a un enfant qui est victime de maltraitance parce qu'on sait pas quoi faire. Parce que c'est ça le sujet en réalité. On ne sait pas protéger les enfants dans ce pays. Franchement, évaluer le risque pédocriminel, c'est même plus lunaire. Je ne sais même pas comment le dire. Mais surtout que les recommandations de la Ciivise vont bien au-delà d'évaluer un risque. Ils parlent de la réalité, d'une sordide réalité. Aujourd'hui, on devrait demander à chaque ministère, la justice, l'enfance qui n'existe pas, mais la famille, de faire le travail qu'on leur demande, et puis un budget qui va enfin mettre les moyens, mais des moyens contrôlés au niveau des autorités locales, au niveau aussi de l'État central, pour que ces situations ne se reproduisent pas. Ça devrait être une priorité absolue. Il devrait y avoir un ministère qui devrait dire, ne serait-ce que là-dessus, vu le retard considérable qu'on a, mais à tous les niveaux. Enfin, je veux dire, on le voit bien, je veux dire, il y a la loi de 2019, loi contre la fessée, etc. Quels moyens ? Vous voyez, moi, je suis trésorier de Stop VO. Bon, Stop aux violences éducatives ordinaires. Quels moyens sont mis ? On vote des lois en France, c'est génial, c'est formidable. Alors les gens font, ouais, la fessée, quand même, ça a jamais fait de mal, etc. Donc on laisse tout entendre. Là où les Suédois, le scandale comme à la rentrée. Bien sûr. Non, mais je le dis en caricaturant. Mais là où les Suédois, ça date de 1979. Il faut bien se rendre compte quand même. On a beaucoup de retard et on a aussi une certaine impunité en fait des violeurs et des incestueux. Donc les enfants n'existent pas. Les enfants ne sont pas sujets de droit en fait. Et nous on se bat pour dire que la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. La France théoriquement doit reconnaître effectivement les enfants en tant que sujet de droit. Et au bout d'un moment on doit faire en sorte surtout de les protéger parce que les enfants sont de fait vulnérables. Et qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, vous l'avez dit, vu les chiffres, franchement, c'est l'hécatombe. Enfin, je veux dire, c'est même plus l'hémorragie. On ne sait même plus comment l'appeler, et on nous vend à chaque fois quelque chose, on ne sait même pas ce qui se passe, et vous l'avez dit, après c'est des jeux de manches avec des petites communications, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe. Au final, c'est surtout le jeu des scandales. Les 15 000 enfants victimes de prostitution de l'aide sociale à l'enfance, c'est une honte absolue, il devrait y avoir une condamnation de l'État français, et on en passe et des meilleurs, avec effectivement ce qui ressort en plus aujourd'hui, ce qui se passe dans le Nord. Enfin franchement, elle est où la responsabilité ? Et du déni. On a avec nous un auditeur, Laurent de Mayenne. Bonjour Laurent. Bonjour Alexis, bonjour Monsieur Gallet. Bonjour. Oui, moi aussi j'ai une question, je vais développer. Et en fait, est-ce qu'on ne doit pas la vérité aux enfants ? Moi je me présente, je suis surveillant de nuit depuis 6 ans dans des structures d'enfants en difficulté, familiales. Et moi je suis un défenseur de la cause des enfants cabossés, pour l'avoir moi-même été.
Et voilà, tous ces enfants dans ces structures qui ont vécu des traumatismes, des blessures archaïques, parce qu'ils n'en ont pas conscience. Ça serait peut-être quand même assez pertinent de leur expliquer un peu ce qui leur est arrivé. Moi, je trouve que c'est une institution, l'ASE, c'est un peu poussiéreux. Il serait bien inspiré d'innover un peu, parce que c'est de leur expliquer, oui, parce qu'ils n'ont pas conscience des traumas qu'ils ont vécu, et peut-être avec des mots qu'ils comprennent, leur expliquer, voilà ce qui t'arrive, et leur dire même quand tu seras adulte, et ce serait même bien avant, tu auras des choses à libérer et à guérir. Moi, je prends l'exemple de Lies Loufoque. Lui, on voit Lies aujourd'hui, on se dit, ça va, lui, il s'est bien remis de tout ça. Il n'empêche que Lies dit quand même que il va voir des thérapeutes parce qu'il y a à guérir des blessures, des traumas qu'il a connus, quoi. Et est-ce qu'on leur doit pas la vérité aux enfants, leur dire oui, il t'est arrivé des choses traumatisantes dans ton enfance et tu auras à guérir et à libérer. Et est-ce que c'est pas est-ce que les éducateurs seraient pas un peu inspirés d'être un peu dans cette démarche de leur tenir ce discours, quoi, et puis de commencer cet accompagnement. Merci Laurent pour ce témoignage. Alors oui, c'est vrai, le rôle des éducateurs et puis le long parcours en fait des survivants, des victimes après une agression sexuelle aussi grave. Moi je retiens quelque chose, Laurent, de ce que vous avez dit qui me semble essentiel, c'est le mot vérité. Vous voyez, si on fait le parallèle avec ce qui se passe, par exemple, ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'apartheid, etc., ils ont mis en place des commissions vérité. C'est-à-dire que quand on est face à un massacre de masse, à un moment donné, on peut pas juger tout le monde, c'est peut-être compliqué. Par contre, on peut se dire que on peut être dans une forme de commission vérité qui nous permet en fait de pas reproduire ce système-là indéfiniment. Et donc, c'est quels moyens mettons? C'est-à-dire que soit on laisse les gens en freestyle sur les réseaux sociaux, etc., qui viennent dénoncer des choses, et c'est le cas du mouvement MeToo, qui certains chercheurs, moi je le dis, notamment de l'université de Bayonne, avec toute une équipe de recherche en droit, etc., qui disent bien que MeToo, c'est une forme de commission vérité. Et donc, au bout d'un moment, quels moyens est-ce qu'on se donne pour se dire, on entend cette parole-là, on se sert du savoir expérientiel, et donc on est en capacité de se dire, on va arrêter. Mais on ne sait pas, en fait. Ou écoutez Laurent, des gens qui travaillent. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Il parle de Lies Loufoque, etc. Il a raison. On doit la vérité. On doit s'appuyer aussi sur ce que les enfants nous disent. On doit s'appuyer sur le savoir expérientiel des victimes. Et ensemble, c'est la vérité, effectivement, qui peut ressortir. On peut être en capacité de faire bouger les choses, de les faire avancer, parce que la politique, c'est ça. La politique, c'est le progrès quand même, c'est le positif. Là, franchement, quand vous lisez de l'actualité comme ça, vous avez l'impression qu'on touche le fond à chaque fois, et le fond est encore plus profond à chaque fois. Donc on se demande surtout jusqu'où avec des faux espoirs, comme une commission comme la Civis qui avait suscité énormément de paroles, et énormément d'espoir aussi sur le fait que enfin ce sujet-là était pris au sérieux. Exactement. Et au final, non. Ce qui est pour moi vraiment une violence supplémentaire en réalité. C'est une tromperie pour les personnes qui nous ont fait confiance. Alors on va en parler pour la suite et la fin de cette émission avec vous Arnaud Gallet jusqu'à 14h. Si vous souhaitez nous joindre, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission avec Arnaud Gallet, cofondateur de Move Enfant, ex-membre de la Civis, pour parler de cet épineux dossier de la protection de l'enfance et du tabou français finalement, où on fait semblant, on avance, on fait du surplace et toujours l'enfant qui en fait les frais, malheureusement. Enfant victime, enfant qu'on n'écoute pas, et pourtant il veut parler. C'était d'ailleurs l'intérêt de la Civis, de libérer cette parole et de dire on te croit, on t'écoute et on te comprend. On te protège. Et on te protège surtout, parce que la protection, elle n'est pas là du tout. Alors nous aussi, on donne la parole aux auditeurs. Vous êtes nombreux à appeler aujourd'hui. On a avec nous Valérie du Tarn qui souhaitait réagir également. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Alexis. Bonjour Arnaud. Moi, je suis un petit peu émue. Je désirais témoigner de par ma place de victime, que j'ai été quand j'étais mineure, victime de viol. Et aussi de mon expérience dans le médico-social auprès d'enfants, donc enfants en CAMS. J'ai travaillé donc enfants très petits. Alors d'une part, pour dire qu'en tant que victime, donc suite au mouvement MeToo, j'ai poussé par pas mal d'amis dans mon entourage, j'ai décidé d'aller porter plainte en fait, donc sachant que c'était prescrit. Donc il y a quand même, le procureur a décidé quand même qu'il y ait une enquête assez poussée. C'est arrivé jusqu'à la confrontation et en fait au final, juste pour vous dire que malgré les aveux de viol, mon agresseur donc je savais qu'il n'y aurait pas de procès puisque prescrit, mais il n'a même pas eu il a même pas été pour comment on dit ça, manque de
En fait, pour manque de preuves, en fait, ils ont considéré que j'étais même pas victime, puisque l'Institut a considéré qu'il n'y avait pas de preuve de non-consentement. Suffisamment d'éléments caractérisés, quoi. C'est ça. Alors qu'il y a des aveux de sa part, c'est ça. Ah oui, il y a eu des aveux. Il savait que j'étais mineure, puisque amie de la famille. Tout ça. Voilà, donc mon sentiment, c'est que quand même, moi, j'en suis à un état, là, ça date d'il y a un an. Donc je suis dans un état où j'ai pas confiance du tout à la victime, à la justice. Et que mon regret, c'est d'être entrée dans cette procédure, en fait, puisque je crois que je suis plus mal. Mais là, je suis dans le même état où j'étais quand j'étais pré-ado après les... c'est terrible. C'est-à-dire que ça a réveillé des blessures et vous êtes une deuxième fois victime de la justice, en fait. Mais vous voyez votre témoignage... Enfin, si je peux me permettre, bonjour. Vous voyez votre témoignage là où il est important, et pour refaire le lien avec l'actualité et l'affaire Gisèle Pelicot, c'est que ça nous démontre une fois de plus qu'il y a ce qu'on appelle une victimisation secondaire. C'est-à-dire que la manière dont la justice, pardon, vous voyez, je fais comme vous, je dis victime-justice, je reprends les lapsus, la manière dont la justice traite les victimes, fait qu'au bout d'un moment, en fait, on revit une nouvelle souffrance là où on devrait théoriquement être protégé. C'est un truc complètement dingue. Et puis, vous soulevez une vraie question quand même. Ça fait combien de temps qu'on se dit, bon sang, qu'il faudrait peut-être l'imprescriptibilité telle que la Civis le demande. C'était dans la recommandation. Et on a le droit à quoi jusqu'à présent? Si, on a le droit, je veux dire ce qu'on a le droit. Une vraie supercherie qui s'appelle la prescription glissante. Vous voyez ce que je veux dire? Glissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les victimes, en fait, dont les faits sont prescrits, doivent implorer, je sais pas, Dieu ou je sais pas trop quoi, on n'en sait rien, qu'il y ait quelqu'un dont les faits ne sont pas prescrits, qui viennent déposer plainte pour que la prescription soit levée. Vous voyez, le truc mécanisme qui donne lieu, en fait, et on ne se rend pas compte. Moi, je suis un peu là-dedans, forcément, qu'il y ait des fois des victimes, notamment de pédocriminels dans l'église, de pédocriminalité, dans l'église, qui se disent, on se réunit, on va faire un appel à témoignage dans le journal du coin, etc. Je trouve que ça s'est fait en Mayenne récemment, et pour dire, voilà, est-ce que, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a été victime, dont les faits ne sont pas prescrits, qui peut déposer plainte, etc. Et ça s'appelle un état de droit. Voilà, c'est comme ça, c'est la France. Alors, qu'on arrête, bon sang, qu'on arrête de se mentir. Beaucoup de verrous, en réalité. Imprescriptibilité, que les agresseurs payent, en fait, que les bourreaux trempent dans ce pays, et qu'on arrête un peu de surtout dire, respect de la parole des victimes et protection aussi de celle-ci. Mais bien sûr, c'est pour ça, je rejoins parfaitement votre ressenti. Je trouve ça terrible parce qu'on oublie de le dire des fois. Vous voyez, il y a eu un arrêt quand même de la Cour européenne justement sur la victimisation secondaire. Il y a eu une jeune, je crois que c'est en Italie, de 17 ans qui s'est suicidée suite justement à un procès qui s'est mal passé. Donc il n'y a pas qu'en France. Ah non, il n'y a pas qu'en France, bien sûr. Mais donc la France quand même, qui est le pays des droits de l'homme, quand même c'est beau le pays des droits de l'homme, mais que ce soit autre chose d'une certaine manière que ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui fait quand même la renommée internationale. Le procès Pelicot dépasse l'entendement. Enfin, je veux dire, moi, j'étais en lien avec les Canadiens il n'y a pas très longtemps, les Belges, etc. Ils comprennent même pas. Ils nous disent, on croyait que vous étiez des exemples. Et au final, ils se rendent compte qu'on est une vraie république bananière en matière de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Mais c'est ça la réalité. Il faut qu'on arrête de mentir aux gens. Merci beaucoup Valérie pour ce témoignage qui montre quand même la difficulté aujourd'hui qu'ont les pouvoirs publics à prendre à bras le corps ce sujet. Là on arrive avec ce problème de la prescription, le problème aussi de la parole. Alors les enfants parlent, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est le après en fait où il y a toute une chaîne de déresponsabilisation des responsables. Ça pose la question, vous voyez, là j'ai reçu un message, je le dis comme ça, je lui fais un petit clin d'œil, de François Deveau, vous savez, au niveau de la parole libérée. C'est la question de la non-dénonciation en fait que ça pose en réalité. C'est-à-dire que dans ce pays, logiquement, on a des lois qui doivent être appliquées. Regardez comment dire, l'abbé Pierre là, avec c'est pas l'abbé Pierre qui nous pose question, c'est pourquoi est-ce que l'abbé Pierre, on n'a pas été capacité de le mettre devant sa responsabilité, face à ses responsabilités de son vivant. De son vivant. Pourquoi? Parce que les gens ont caché. Ils ont caché pourquoi? Déjà parce que c'est l'omerta, etc. Et puis c'est pas seulement ça. L'abbé Pierre, c'est fantastique quand même. C'est parce qu'il fallait récolter des dons derrière, etc. Il fallait surtout pas nuire à l'image d'eux, etc. Depuis 1955, que ce soit Emmaüs, que ce soit l'Église savait, le Vatican en 59 et l'État français en 58, avec une lettre qui vient de paraître dans une correspondance entre un évêque et un ministre. Et on fait quoi? On est là, on se dit c'est du passé, machin. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Mais moi je vais vous faire rire. Emmaüs dit on va mettre en place une commission. Une commission. C'est génial, je trouve ça exceptionnel. Moi j'adore. Commission avec des historiens qui renvoient les victimes une fois de plus à quoi? Au passé. C'est du passé. À la violence du passé. Tais-toi, s'il te plaît. Fermez-la à tout jamais, je dois le dire comme ça. On passe à autre chose. Next.
Parce qu'on parle de l'abbé Pierre, d'accord, mais combien d'abbés Pierre actuellement? Bien sûr, quand on parle du réseau Epstein, Jeffrey Epstein, on n'en parle pas en réalité. Attendez, vous avez c'est une omerta totale. Albert Maes aujourd'hui, qui est un prêtre qui a reconnu avoir violé des enfants, notamment en Guinée, etc., etc. Il est tranquillement en train de faire du vélo, c'était écrit dans Le Monde, dans un EHPAD en France, et les victimes qui sont en Guinée, etc., attendent que justice se fasse, alors même qu'on sait que Maes et toute sa bande, donc sa congrégation, des frères du Sacré-Cœur, ont même payé des personnes pour les faire taire en Guinée. Et ça se passe en France tranquillement, et on a des personnes qui sont en danger de vie ou de mort dans un pays étranger. Mais ça se passe en France. Lui, il fait du vélo, le mec, il fait du vélo tranquillement dans un EHPAD. Elle est pas belle, la vie ? Elle est belle, la vie. Et elle est pas belle, par contre, la France, quand elle s'occupe pas de ses enfants. Exactement. Et quand les scandales s'enchaînent de cette façon-là. Merci beaucoup, Arnaud Gallet, d'avoir témoigné à notre micro, et à vous tous également d'avoir appelé au standard de Sud Radio. Dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaye qui va parler de toute autre chose, de la technologie dans le couple. Voilà, on va passer à quelque chose de plus léger. À tout de suite sur Sud Radio.